Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver en espérant que vous avez passé une excellente semaine. Et bien nous aussi, nous avons passé une excellente semaine. Et Emmanuel Marie-Louis à mes côtés, lui aussi, vous avez passé une excellente semaine. Excellent. Ça se voit, puisqu'en plus vous êtes dans votre domaine. Hein. On est en pleine semaine de développement durable, quand on sait que vous êtes le président de l'Arbre à Vie. Et puis en plus, vous êtes également le concepteur du meuble lit à vocation parasismique. On en parlera, hein, bien entendu, puisqu'on sait qu'il y a eu des tests, on en a parlé longuement ici. Et, où il est ce lit, qu'est-ce qu'il en fait, que font les Martiniquais, est-ce qu'on en a réellement besoin, est-ce qu'on n'en a plus besoin? Donc, autant de questions que je vous poserai, mais vous allez également pouvoir répondre à quelques questions sur l'actualité que nous avons choisie pour la semaine, plusieurs sujets que nous avons choisis. Et pour ça, on remercie toute l'équipe de Zouk Télévision et particulièrement ce soir la réalisation technique. Et c'est pas Emmanuel qui est là, mais c'est Yannick Granier et Priscilla, la réalisation technique. Je l'ai dit, Emmanuel Marie-Louis, voilà, semaine de développement durable. Il y a un constat depuis la première création de l'Arbre à Vie à nos jours. Dieu seul sait si le cheval était dû à galoper, mais les choses avancent. Les choses avancent, on va dire. Nous avons eu la chance cette année de tomber sur une dame qui est amoureuse de sa source. L'opération était baptisée, encore une fois, Sauvons nos sources. Oui. Nous parlons de réchauffement climatique et nous voyons que nos ruisseaux disparaissent. Ouais. C'est parce que les sources disparaissent. Mais les sources ne disparaissent pas. Les sources sont encore là. Et quand il n'y a pas un entretien pour faire couler l'eau à son lieu originel, elle va chercher ailleurs. Ça va liquéfier le terrain et nous aurons le drame que nous assistons ces jours-ci. Énormément de glissements de terrain. C'est dramatique, mais nous continuons à interpeller sur le fait que nous avons une source chez nous, faisons-la couler. Et si nous arrivons à convaincre... On n'est pas d'entrave, il faut la laisser, il faut que l'eau sorte du trou. Parce qu'il y a de l'eau à cet endroit, et si le trou est bouché, si le trou est compacté, parce que ça arrive souvent que ça soit compacté, délibérément, nous disons aux gens, c'est grave. Ouais. C'est grave parce que, par exemple, sur les hauteurs de Trinité, quand on sort de Trinité, on va vers Sainte-Marie par le bourg, eh bien, il y a un drame écologique qui se prépare là. Absolument, on voit bien. Je ne sais pas si ça va s'arrêter, mais il y a quelque chose à faire avec les spécialistes, venir sur place, parce que la source même se trouve au-dessus de la nationale. Absolument. Et après, on voit bien la nationale va passer, et il y a un affaissement, il y a une espèce de glissement de terrain qui se prépare là. Ils n'ont pas mis de la caille à ce coup-ci, c'est une bonne chose, parce qu'il ne faut pas alourdir le terrain. Je crois qu'il faut trouver d'autres spécialistes qui vont peut-être nous donner raison ou bien nous expliquer pourquoi on ne peut pas faire comme cela. Mais nous, l'idée est de dire, faisons le trou là où il y avait la source, faisons couler l'eau, posons une buse debout, récupérons le trop-plein et on va recanaliser le trop-plein avec une tuyauterie dans le ravin le plus pour proche. éviter des catastrophes, voilà. des pertes de maisons. Parce que le terrain est en train de se liquéfier et on va assister à un drame qui sera peut-être... Comme ça s'est passé un peu sur la route de la Trace. Plusieurs endroits par exemple, pour ceux qui passent du côté de la Médaille. Nous ne sommes pas scientifiques, mais je suis assez content que lors d'une réunion à la Batelière, M. Safache, que les gens écoutent beaucoup, a dit une petite, mais vraiment une petite phrase sur la problématique des sources liées au tremblement de terre, aux petites secousses que nous ne ressentons pas. Mais si le terrain, il n'est pas allé très loin dedans, mais j'aimerais qu'il en parle parce qu'il est plus écouté que nous. Évidemment, Marie-Luce n'est pas scientifique. Mais enfin, je veux dire par là qu'il faut que d'autres gens prennent le relais sur cette affaire-là, parce qu'une source bouchée va liquéfier un terrain, et le terrain liquéfié, un jour, petit tremblement de terre que nous ne ressentons pas, la montagne descend. C'est arrivé en Guyane. Bien sûr. Il ne faut pas oublier Kabassou. Et je dis aux gens que nous ne pouvons pas vivre avec ça et nous ne pouvons pas non plus vivre sans eau. Il faut préserver en même temps la ressource. On en a besoin. Parce que le jour du gros tremblement de terre, il n'y aura pas d'eau dans le robinet. Il n'y aura pas de canalisation, on ne sait pas ce qui va se passer. Et justement, au jour du tremblement de terre, qu'est-ce qu'il en est pour le lit après avoir subi tant d'expériences, tant de recherches, de misère, tant de prototypes, parce qu'il fallait trouver le bon modèle. Il faut dire que si on avait une équipe de gens et puis qui nous accompagnaient à l'époque, on aurait eu peut-être... je n'aurais pas eu à souffrir autant, on va dire. Mais il fallait, avec mes propres moyens, trouver le bon modèle.
Bon, il fallait rencontrer énormément de gens, faire plusieurs modèles, trouver le bon modèle de façon à ce qu'on arrive jusqu'au test d'écrasement. C'est ça. C'est ce chemin-là que j'ai fait pendant 10 ans. Oui. Mais c'est énormément d'argent dépensé, c'est énormément de sacrifices, c'est énormément de stress. Et puis, le modèle que nous avons fait faire en dernier lieu à Bordeaux, oui, dans pratiquement une usine, nous avons fait faire les tests au niveau du FCBA, c'est oui, un laboratoire qui a mis notre lit sur une table vibrante et puis qui a secoué le lit jusqu'à 8,2. Un tremblement de terre réel, ouais, avec un poids de 200 jusqu'à 2 tonnes dessus, le lit n'a pas bronché. Donc, il faut que les gens comprennent que nous avons créé qu'on avait d'ailleurs passé des images. Voilà, on a créé une poche de survie naturelle. Mais qu'est-ce que ça entraîne? Alors, qu'est-ce que c'est une poche de survie naturelle? Voilà. Cette poche de survie, ça peut être un lit, ça peut être un berceau, ça peut être un meuble d'angle, comme nous avons une penderie. Ça peut être même la pièce où nous sommes. Ça peut être la pièce où nous sommes. Donc, il faut que les gens d'ici comprennent de quoi nous parlons quand nous parlons de confortement d'une salle, d'un lieu qui n'a pas respecté les règles parasismiques et que nous ne pouvons pas tout casser pour tout refaire. Donc ça veut dire, et c'est ce que nous avons interpellé le Premier ministre dessus, nous avons inventé la salle de survie. Il faut que les gens qui nous écoutent comprennent bien de quoi il s'agit. Quand il s'agit aujourd'hui de dire aux gens de se mettre sous une table ou de se mettre près d'un mur par hauteur, c'est bien, mais on doit pouvoir aller plus loin parce que ces consignes-là, c'est des consignes qui étaient pour Bordeaux, pour Paris et compagnie. Mais non, mais nous sommes en territoire zone rouge. Nous sommes en zone rouge, la Guadeloupe, la Martinique. Donc il faut dépasser ça, il faut aller plus loin. Si on doit parler d'égalité et tout ce qui s'ensuit aujourd'hui, nous devons pouvoir dire aujourd'hui que nous sommes en zone rouge, nous ne pouvons pas nous contenter des consignes qui sont là. C'est déjà des consignes qu'il faut respecter, mais nous devons pouvoir aller plus loin et faire en sorte que cet immeuble-là, qui s'effondre, qui commence à craquer mais de partout, vous devez pouvoir, si la baie vitre ne s'ouvre pas, aller dans une salle. C'est ça. Et cette salle, c'est le même principe. Ouais. C'est comme si nous avons inventé... c'est comme à l'intérieur d'un ascenseur. C'est ça. Mais avec des poteaux, avec tout ce qu'il faudra. C'est exactement comme quand on nous dit de coffrer cette dalle et on nous dit de ne pas mettre 3 épontilles, 3 étaines. Les gens connaissent ça quand même. Eh bien, il faut une étude de charge qui va vous dire combien d'étais il faut mettre dans une salle comme ça. Ouais. C'est le même principe. La seule chose, c'est que ce n'est pas solidarisé au bâtiment. Nous sommes comme dans un ascenseur, mais c'est une salle qui sera préparée pour ça, avec de gros poteaux où il y aura des tiroirs et il y aura tout le kit de survie à l'intérieur. Tout ce qu'on pourra mettre à l'intérieur. Cette salle-là s'appellera salle de repli Made in Martinique. Et c'est ça si on veut bien. Oui. Si maintenant c'est pas possible, nous sommes en train de discuter avec un gros groupe qui va être une salle de survie. Ils peuvent produire Made in Tokyo, Made in... Voilà, mais c'est pas ce que je veux. Ce que je souhaite, c'est que nos gamins ici, qui sont forts, puissent travailler au niveau de la conception de tout ce que nous aurons à faire, parce qu'il y a environ une trentaine, une cinquantaine de choses différentes, des métiers nouveaux, de structures à faire, qui vont s'adapter à tout type de lieu, donc, et puis aussi du design. Bref, il y a un travail énorme à faire là-dedans. Mon appel, ma proposition à la collectivité territoriale, c'est de leur dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je suis prêt à ne pas être majoritaire dans un truc comme cela, mais je lance l'appel pour que la collectivité territoriale comprenne bien, puisque Claude Lise est venu sur place tout de suite après les élections, avec M. Joseph Angélique, qui est responsable de la commission environnement, avec toute une délégation. Je leur dis, écoutez, tout ce que nous avons à faire là, je peux choisir de toucher des royalties, et puis je m'en balance, ou alors je me dis que j'ai aussi des enfants en métropole, je dois marcher, tout ça, que c'est pas la joie. Donc moi je voudrais que nos enfants arrêtent de partir et que nous avons une mine d'or avec cette affaire-là. Mettons en place la ressource humaine qu'il faut, mettons en place les gens avec les compétences qu'il faut, et puis l'usine qui est à Bordeaux peut être ici. Alors si nous voulons travailler à un projet, je ne fais pas de politique et il faut que les gens arrêtent de croire que si je continue à parler à M. Letchimi, c'est parce qu'il était là. Et si aujourd'hui j'interpelle M. Marie-Jeanne, c'est parce qu'il est là.
Et puis si ce n'est pas lui qui est là, l'autre qui sera là, je l'interpellerai parce que j'ai un projet. On n'a pas l'habitude d'avoir ce type de projet chez nous. Ouais. Moi, je veux offrir à la Martinique une mine d'or qui sera exploitée par les enfants, nos petits-enfants. Et qui va durer... Je ne serai plus là quand ça va se distribuer dans le monde. Voilà, et on appellera le projet Emmanuel Marilus. Non, la marque est déposée. La marque est déposée, c'est le nom de la marque. Absolument. Comme Lacoste. Absolument, oui, c'est une marque. Et on va pouvoir distribuer ça de par le monde. Bien, c'est vrai qu'on continuera à parler des autres projets tout au long de cette émission, Emmanuel Marilus. Alors, le premier sujet que nous allons voir, c'est le conflit de la CGTM-SOM. Vous vous souvenez, il y a eu l'élection, donc le changement, c'était une ancienne secrétaire générale. C'était Mme Sully Germain Patricia qui a été élue en tant que secrétaire générale de la Chambre syndicale de la CGTM. Et puis, elle a déposé plainte contre certains agissements. Qu'est-ce qu'il en est exactement du verdict? Qu'est-ce qui est ressorti? C'était lundi. Les résultats étaient tombés. La CGTM-SOM faisait donc une conférence de presse à ce sujet. Ce matin, au cours d'une conférence de presse, le syndicat CGTM a souhaité faire une mise au point sur le conflit qui persiste avec Patricia Sully Germain, son ancienne secrétaire générale. À la suite de nombreux désaccords, la situation s'est crispée entre Mme Germain et les autres membres de la Chambre syndicale. Aujourd'hui, la rupture semble consommée. Depuis septembre 2014, il y a eu une campagne d'une ancienne secrétaire générale qui avait été élue en 2013 contre la centrale syndicale, disant qu'il n'y avait pas le respect de la démocratie, tenant des propos à la limite de la diffamation et de l'injure. Elle avait engagé une procédure pour dire qu'elle avait été spoliée et qu'il fallait nommer un administrateur pour pouvoir gérer la centrale syndicale, ce qui est quand même assez original pour une syndicaliste. Peu importe, ce qui est certain, c'est qu'en avril 2016, donc près de 2 ans après, la justice a répondu et a débouté cette ancienne syndicaliste de la CGTM de toutes ses demandes. Il faut dire qu'elle avait aussi engagé d'autres procédures et entre autres, elle avait fait bloquer le compte du syndicat, le compte bancaire du syndicat depuis 2015 et que là, il y a une décision qui vient de tomber le 20 mai ordonnant à la banque en question et la condamnant à payer des frais de justice de rétablir l'actuel secrétaire général et l'actuelle trésorière dans leurs droits. En l'état, je peux dire que les principales demandes de cette ancienne secrétaire générale sont tombées. Elle engage encore des procédures, mais on voulait faire un point pour faire connaître ces 2 décisions de justice d'avril et de mai qui donnaient gain de cause à la centrale syndicale et à sa direction qui a été élue en janvier 2015. Ma conception que j'ai et ce que je relis de ce qu'elle a dit et ce qu'elle a écrit par l'intermédiaire de son avocat, c'est qu'elle a une conception extrêmement personnelle du secrétariat général. Elle estime qu'on élit un secrétaire général, on a élu Dieu et c'est lui qui doit tout faire à la place de tout le monde, secrétaire, trésorier, etc., etc. C'est une conception qui est tout à fait en opposition avec la tradition du mouvement ouvrier où le principe c'est le travail collectif et deuxièmement, en général quand on est syndicaliste, on ne va pas saisir la justice contre son propre syndicat. On essaie de trouver une solution à l'intérieur du syndicat, ce qu'elle s'est refusée à faire. Le syndicat CGTM n'entend pas laisser des dissensions internes saboter son action en faveur des travailleurs. Pour lui, la lutte continue, notamment contre la loi El Khomri. Voilà, donc pour la CGTM-SOM, réaction, Emmanuel Marilus. Oui, c'est qu'on peut dire que bon, ce genre de conflit, c'est toujours quelque chose d'assez malheureux, parce que c'est des conflits entre nous, on va dire, et que de toute évidence, la justice tranche dans la mesure où on met tout à plat sur la table pour pouvoir discuter. Et quand vous dites entre nous, normalement, on ne devrait pas arriver jusque-là si on devrait se comprendre? Oui, je pense. Les gens devraient plus se calmer et puis se dire, bon, il y a un problème, vous nous reprochez quelque chose, et bien on nous discute, on nous parle. Et puis on met tout à plat et puis on n'a pas besoin obligatoirement d'aller devant la justice. Il y aura toujours quelqu'un qui va payer les pots cassés. Donc c'est toujours un peu regrettable ce genre de choses. Voilà, donc on reviendra aussi, on va juste après sur la loi travail qui fait beaucoup de mouvance dans tous les milieux. On parlera d'ateliers cinématographiques, c'est un document qui va vous plaire, un reportage qui va vous plaire, puisque vous aimez les jeunes qui travaillent, vous allez voir. Pendant plus de 3 mois, plus de 200 jeunes ont relevé un pari fou. Le pari, c'est de réaliser leur propre film documentaire. Ils parlent de violence, dénoncent l'injustice et la violence, mais ils parlent aussi d'amour à travers tout ça. Nous regardons ce reportage de ces jeunes qui ont œuvré sur ce pari.
Pendant 3 mois, 200 jeunes PJJ, collèges, lycées pro et agricoles ont relevé un pari fou, réalisé leur propre film documentaire. Laissant libre cours à leur imagination et à leurs préoccupations, ils dénoncent les injustices, la violence. Mais ils parlent aussi d'amour, de leur quotidien, de jubilation, d'écologie. Ce matin, l'association Choc and Doc a projeté leur projet dans la salle France Fanon Tropic Atrium. Le fait de faire des documentaires, c'est généralement un support que les jeunes ne connaissent pas tellement. Et le fait de s'investir à l'intérieur de ce documentaire avec des tablettes, avec leur téléphone, avec des caméras, avec des professionnels, ça permet d'avoir un travail de qualité que nous avons aujourd'hui. Et je félicite réellement l'œil en doc qui a vraiment travaillé et fait un beau travail. Et surtout des jeunes, c'est ce que je leur ai dit, d'avoir confiance en eux parce qu'ils ont fait un travail remarquable et qui doit vraiment être mesuré et apprécié par tous les Martiniquais et toutes les Martiniquaises. Ces documentaires, on a souhaité les faire professionnellement, enfin faire ce qu'on appelle du broadcast dans notre jargon, pour qu'ils puissent être réexploités non seulement par les enseignants, par l'éducation nationale, par les jeunes, et puis éventuellement qu'ils aient une vie donc hors du département. On les a mis en ligne avec un mot de passe dans un premier temps. Bon, déjà, une sélection sera projetée aux prochaines rencontres du cinéma documentaire ici à Tropic Atrium. Il existe tout un tas de festivals de films jeunesse ou de films d'éducation dans lesquels ils peuvent être envoyés et puis voilà, pour que les élèves soient aussi fiers de ce qu'ils ont fait. Et je pense que certains films ont tout à fait leur place. Ils pourraient très bien avoir des prix dans certains festivals de films pour la jeunesse. On était parti sur un autre sujet, sauf que par rapport, vu qu'on est dans un lycée professionnel et qu'on est dans une cité scolaire et qu'il y a le général juste à côté, on se disait que ça serait un bon sujet pour essayer d'égaliser le tout et dire qu'on est tous égaux, même si on n'est pas dans la même section, entre guillemets, pour tout ça. Ça nous a permis de grandir. Ça nous a permis de grandir, de voir les choses autrement et que même s'il y a des rumeurs ou il y a les avis des autres qui sont négatifs ou positifs, ça nous a permis de réfléchir et de se dire que bon, on peut passer outre et qu'on sait ce qu'on vaut. Notre thème c'était la violence. Vu qu'on est jeune, tu vois, en Martinique maintenant, c'est ça. Il y a pas de sagesse maintenant chez les jeunes. Maintenant tout est violent. On essaie de se contrôler, mais parfois ça dépasse vraiment les limites et nous sommes humains aussi, donc on a une certaine colère en soi et parfois ça dégénère, des fois on craque et voilà. Touchant ou engagé, plein d'humour ou critique, les films réalisés témoignent de la Martinique d'aujourd'hui vue à travers l'œil de sa jeunesse. Belle jeunesse. Belle jeunesse, c'est une belle initiative. Il faut féliciter les jeunes et les encourager à aller en ce sens. Je crois que ça peut faire naître des vocations, on va dire. Pourquoi pas. Mais la chose la plus importante, c'est de montrer aux jeunes qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent faire des choses ensemble. Et puis, il ne faut surtout pas oublier les gens, les encadrants, parce que le gros travail, au départ, c'est de pouvoir organiser tout cela et accompagner tout cela. Donc un grand coup de chapeau pour les gens qui ont aussi accompagné ces jeunes-là. Je pense que sur la lancée, ils vont continuer à avoir cet état d'âme, cet état d'esprit, on va dire. Vous avez confiance en notre jeunesse, hein? Tout à fait, j'adore la jeunesse de chez nous. Je les rencontre souvent lorsqu'on nous invite pour les actions les différents débats sur l'environnement, par exemple. Quand on les rencontre sur les risques sismiques. D'ailleurs, j'ai en mémoire un jeune au collège de Trinité qui m'avait un peu cité partout où il m'avait vu. Et à 13 ans, le petit jeune me dit « Monsieur Marie-Louis, je vous suis depuis longtemps. » Alors pour rigoler un peu, je disais « Tu dois avoir 60 ans, toi, tu me suis depuis longtemps. » Donc on a un peu rigolé. Mais il avait une question pertinente à poser. Et c'est à l'époque qu'il me disait « Vous avez fait le lit, mais pourquoi vous ne faites pas pour la salle ?» Alors les petits copains ont rigolé, mais sa question était très pertinente. Et je lui dis, mais oui, nous sommes en train de travailler. Et comme tu t'intéresses à cela, je te montrerai les plans. Il me dit, j'aimerais être designer. Dans sa question, il voulait me dire qu'il s'embarque déjà. Donc il voudrait être designer. Et
bon, pourquoi pas demain. Voilà, pour travailler sur... Voilà, mais ils sont formidables, les jeunes, quand on parle avec eux. D'ailleurs, les étudiants de l'école de commerce, l'année dernière, j'étais invité pour être l'intervenant qui parlait des risques sismiques. C'est la semaine des risques sismiques. Ça, oui. Eh bien, avec M. Montlouis, je peux dire que ces étudiants-là m'ont apporté aussi des choses. C'est-à-dire, dans la discussion, le jeune qui ne savait pas s'embarque, comprend et fait des suggestions. C'est pourquoi ce sera criminel, on va dire, si je me contente de toucher des royalties et puis de faire produire, de faire arriver ça alors ici. Alors que cette jeunesse qui en demande. Alors que cette jeunesse est extrêmement intelligente et demande à comprendre, demande à participer. Donc, j'ai beaucoup confiance en la jeunesse. Alors, un autre sujet. Là, vous entrez en plein dans votre domaine. On va parler d'environnement, de développement durable. Alors, figurez-vous, il y a le collecte de déchets, consommation d'énergie, visite de restaurants. Une convention a même été signée avec l'entreprise environnement. Vous savez qui ? Je vais vous dire, c'est la grande chaîne de distribution, McDonald's, qu'on ne présente pas et qui s'est lancée également dans toute cette dynamique. L'action pour le développement durable, on regarde le reportage. À l'occasion de la semaine du développement durable, une chaîne de restauration rapide ouvrait ses portes pour découvrir les actions et initiatives qu'elle prend en faveur de l'environnement. Des associations engagées pour l'environnement étaient présentes. Ça fait maintenant 3-4 ans en Martinique qu'on a eu une réflexion par rapport à l'environnement, essentiellement basée sur 2 axes. C'est la réduction de notre consommation électrique et la réduction de nos déchets. On change des équipements, on met des chauffe-eau solaires, on a des équipements moins énergivores et puis on a une utilisation qui est différente parce qu'on a des plans d'allumage et du coup on essaye d'optimiser notre consommation. Et pour les déchets, ça fait maintenant 3 ans que nous trions nos déchets. Alors en fait on a 250 tonnes d'huile et graisse qui sont récupérées intégralement en local par le centre de valorisation organique du Robert et donc qui sont transformées en électricité, qui sont recyclées et transformées en électricité, et à peu près 50 tonnes de carton par an qui sont 100% recyclés et donc transformés en papier. Ce qu'on cherche, c'est à sensibiliser nos employés. D'abord, en premier lieu, on a plus de 600 employés en Martinique, donc on cherche à les amener à prendre cette responsabilité, cette éco-citoyenneté. Cette visite a également été l'occasion de signer l'adhésion de la branche martiniquaise de l'enseigne à l'association Entreprises Environnement. Il nous a présenté déjà les actions qui ont été lancées depuis quelques années et qui portent aujourd'hui leurs fruits, aussi bien sur le tri des déchets que sur la maîtrise des dépenses énergétiques. Les moyens sont importants, ils sont dans une dynamique intéressante puisqu'ils remettent à plat leur processus, leur manière de fonctionner. Donc oui, c'est très intéressant. Donc l'idée, c'est de pouvoir communiquer, sensibiliser à la fois les salariés et les clients sur les problèmes d'environnement. Et donc c'est un bon partenariat qu'on vient de signer aujourd'hui. Les mesures prises par cette chaîne de restauration rapide montrent sa volonté de développer sa politique en faveur de l'environnement. Voilà, donc là aussi, c'est un plus. C'est une bonne chose. Souvent, l'Arbre à Vie, qui n'a pas les moyens de Martinique Environnement, qui est une bonne association, qui fait énormément de bonnes choses. Et qui a aussi permis d'ouvrir un certain nombre de consciences. Hein. Tout à fait, qui fait un travail très sérieux, qu'il faut saluer. Au début, l'Arbre à Vie parlait beaucoup de ce type de partenariat, on va dire presque partenariat public-privé. Aujourd'hui, si les McDonald's fait cet effort-là, probablement que pendant un moment, ils ont eu à subir un certain nombre de critiques, parce que tout n'a pas été rose jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que c'est une bonne volonté de vouloir mettre en place ce genre de convention de façon à ce que il y ait ce regard au niveau de la protection de l'environnement. Il y a des choses qu'on peut faire et je dis toujours que dans l'environnement, il y a matière à création d'activités, encore et encore. Donc je salue cette initiative et c'est une bonne démarche. J'espère que d'autres entreprises vont rentrer dans le bal de façon à ce que il y ait cette dose d'environnement de chaque entreprise. Alors c'est vrai que ce développement durable de l'environnement lié également à ce souci climatique, quand par exemple on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans la France hexagonale, en Europe, là aussi ça vous fait réfléchir? Oui, alors toute action visant à
à sensibiliser autour de la notion de protection de l'environnement, de réduction de déchets, ça permet de rééquilibrer la nature. Ça permet de rééquilibrer. C'est-à-dire qu'à chaque niveau d'intervention, il y a quelque chose à faire. Et s'agissant du réchauffement climatique, quand par exemple cette année c'est sur la réduction de l'électricité, tout cela, c'est une très bonne chose. Il faut développer cela un peu plus parce que je me suis toujours posé la question, pourquoi quelqu'un ne peut pas aller acheter 2 panneaux, poser lui-même et avoir 10 prises qui fonctionnent sans qu'on ait besoin de... Bon, tout ça, ça viendra un jour. En tout cas, quand on parle de réchauffement climatique, nous nous focalisons sur les sources et les ruisseaux qui disparaissent, parce que plus il n'y a pas d'eau, c'est plus la terre se réchauffe. Bien sûr. Donc je pense que cet angle que nous avons pris, sans soutien, on va dire, nous avons la satisfaction d'engranger des adeptes, on va dire chaque année, des gens qui comprennent l'intérêt du projet. Et j'espère qu'un jour, avec l'ODE et les autres comités de bassin, nous irons jusqu'à mettre en place ce que nous appelons des capteurs d'eau de source. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Oui. On fait un tour, on pose une buse debout, on capture l'eau et on a un mini-puits. Parce qu'à l'époque, dans les temps très anciens, les gens tombaient dans les trous, il n'y avait pas de puits. Et puis un petit malin a eu l'idée de faire un enrochement qui va monter jusqu'à 1 mètre au-dessus du niveau de la terre. Donc l'érosion ne vient pas combler le trou, la terre ne tombe pas dans le trou, donc on a inventé les puits. Alors nos sources aujourd'hui méritent qu'on invente les mini-puits et qu'on puisse les préserver, et puis ça peut être un truc touristique demain. Bien sûr. Allez, la semaine de l'handicap, vous vous souvenez, c'était le mois de mars dernier, la semaine nationale des personnes handicapées, et le nouveau conseil exécutif, donc en charge de la cohésion sociale et de la prévention sanitaire, a organisé cette rencontre bilan. C'était Francis Carole, c'était dans la 5e d'Arcière-Plateau, avec toutes les associations qui ont œuvré justement sur cette semaine de l'handicap. On regarde ce reportage. Une réunion s'est déroulée ce matin au siège du conseil exécutif de la CTM en présence des associations et autres organismes qui ont participé à la semaine nationale des personnes handicapées qui s'est déroulée du 14 au 19 mars dernier. Cette rencontre avait pour objectif d'effectuer le bilan des différentes actions menées en direction des personnes en situation de handicap et du public valide et d'identifier les axes d'amélioration possibles pour les prochaines éditions. Nous voulons changer radicalement de méthode de travail. Nous considérons en effet que ce qu'il y a à faire sur le champ du handicap est tellement immense qu'il faut y associer l'ensemble de la population, et notamment les acteurs de terrain, les associations, les personnes en situation de handicap. Donc nous avons voulu évaluer ensemble. La CTM n'est pas une tour d'ivoire. Nous avons voulu donc évaluer ensemble avec les acteurs de terrain, avec ceux qui ont participé à cette semaine du handicap et même ceux qui n'y étaient pas et qui souhaiteraient y être à l'avenir. Ça, c'est une première chose. Il faut les écouter, il faut entendre leurs propositions. Donc, je pense que nous avons fait une matinée de travail extrêmement riche. Et ça nous permettra, l'année prochaine, de mieux préparer les choses. D'ailleurs, nous leur donnons rendez-vous d'ores et déjà au mois d'octobre pour commencer à préparer cette semaine ou ce mois, on verra bien, qui est prévu pour le mois de mars. En faisant le point sur ce qui a été et sur ce qui n'a pas été, on peut regarder l'avenir avec un objectif, avec une expérience. Et voilà, donc pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et pour faire encore mieux, pour toucher un plus large public, pour être plus efficace. La Semaine nationale des personnes handicapées permet de sensibiliser sur les diverses thématiques que rencontrent près de 25 000 personnes en situation de handicap en Martinique. Voilà donc pour le bilan de la semaine de l'handicap, là aussi, puisque vous avez tenu dans vos créations, pensé à ces personnes porteuses d'handicap quand on parle du Sécurité, par exemple. Oui, alors, il faut savoir que le projet que je porte vise surtout à dire comment prenons-nous en charge la personne dépendante.
comment, lors d'un tremblement de terre, nous prenons en charge quelqu'un qui pèse lourd, qui est sur un lit et qui est handicapé. Nous avons énormément de jeunes qui sont alités. Nous avons des personnes âgées, nous avons le territoire le plus vieux de France. Et le travail que j'ai fait dans un premier temps, quand on a parlé du lit-abri, puisque c'est le premier modèle que j'ai voulu sortir, c'était pour démontrer que la personne dépendante sur le lit, nous en faisons quoi en cas de risque sismique. Donc, je crois que la marraine de notre projet, c'est Sarah Emmanuel, que tout le monde connaît. Elle m'a donné un sacré coup de main au début, de façon à ce qu'elle puisse témoigner, mais on est en situation de handicap, la terre bouge, elle était au Carbet à l'époque, elle était en rééducation d'ailleurs, eh bien il n'y avait plus personne. Elle est dans une chaise qui saute, et puis il n'y a plus personne autour d'elle. Donc moi je crois qu'il ne faut pas qu'on continue à rester dans le train-train quotidien, à dire bon, telle chose se passe en Guadeloupe ou bien en France, et puis on va faire pareil. Non, nous devons pouvoir ici nous dire, mais nous sommes capables de faire un peu plus. Et le un peu plus, ça peut passer par des concours et des trucs comme cela, au niveau des écoles notamment, parce que nous avons des petits génies à l'école. Alors j'ai répondu sur Facebook à M. Carole pour lui dire que nous avons ici des avancées qu'il faut mettre en avant. Et j'interpelle le président de la République, j'interpelle le Premier ministre, j'interpelle le président Marie-Jeanne, j'interpelle M. Lise pour leur dire qu'il ne faut pas oublier que nous avons ici des avancées. Nous avons Foncubert qui nous a peut-être un petit peu mis sur les rails avec la table, et puis on se dit, mais si on peut inventer, pourquoi ne pas aller le plus loin possible? Eh bien aujourd'hui, le projet que je porte est un projet qui s'adresse avant tout à la personne dépendante, à tous les niveaux, à la personne vieillissante, mais aussi à la personne dépendante, et puis à tout le monde, à monsieur tout le monde, puisque quand nous dormons, nous sommes aussi des personnes dépendantes. Oh oui. Allez, on reste dans le domaine de la santé, vous voulez bien. La conférence régionale de la santé et de l'autonomie, on appelle ça couramment le CRSA de la Martinique, a organisé un débat public. C'était à l'Institut martiniquais du sport, c'était pour les jeunes et leur santé. Et ils ont invité justement ces jeunes à venir prendre part au débat, parler de leur santé et parler aussi des objectifs et de ce qu'ils entendent par santé. On regarde donc ce reportage. La conférence régionale de santé et de l'autonomie organisait ce mardi à l'Institut martiniquais du sport un débat sur la santé des jeunes. Un débat pensé par les jeunes pour leur permettre de s'exprimer sur le sujet. Après la présentation de l'objectif d'une telle rencontre, les jeunes ont pu échanger et donner leur avis sur leur situation sanitaire. Différents thèmes ont été abordés, les addictions, l'alimentation, la sexualité, la santé mentale et l'accès aux soins parfois difficiles. Ils ont identifié des thématiques qu'ils ont confortées lors des rencontres focus group avec les autres jeunes qu'ils ont rencontrés. Et puis ensuite, on leur a permis de rencontrer des professionnels sur chaque thématique, leur apportant des informations sur les dispositifs mis en place existants, sur les actions de prévention, sur les informations qui leur permettaient, si vous voulez, d'avoir un peu plus de connaissances scientifiques, entre guillemets, en matière de santé. Et puis, travailler ensuite sur la préparation du débat public et pouvoir être prêt aujourd'hui pour ce grand événement. La CRSA a donc recruté des jeunes formant un groupe de travail pour préparer ce débat public. Ce groupe de travail a également permis aux jeunes d'identifier les raisons de certains problèmes relevés et de réfléchir à des solutions. Au cours de leur séance de travail et de leur rencontre, les jeunes se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait... Tout existait, entre guillemets. Il y a énormément de choses, de dispositifs mis en place, sauf que le problème vient de l'accès à l'information. Peut-être utiliser d'autres canaux qui aujourd'hui sont plus proches des jeunes que la télé, pardon. Mais effectivement, ils sont aujourd'hui sur d'autres réseaux, c'est les réseaux sociaux, donc il faut leur apporter l'information. Les jeunes recrutés par la CRSA sont des volontaires au service civique. Ils travaillent à la préparation de cette journée de débat public depuis le 1er mars. Nous avons rencontré des professionnels, nous sommes allés à la rencontre des jeunes, nous avons travaillé sur les thématiques qui ont été abordées aujourd'hui au débat. Donc on va faire notre possible pour que nos solutions soient mises en place. Et voilà, on a réfléchi avec le groupe pour trouver différentes solutions sur les diverses thématiques.
et on verra ce que ça va donner. Par l'organisation de ce type d'événement dont les jeunes sont le moteur, la CRSA souhaite créer un déclic et les inciter à devenir acteurs de leur santé. Acteurs de leur santé à cœur du devenir de la Martinique. Tout à fait. Acteurs de la santé, on sent bien que la chose principale de cette affaire-là, c'est la mise en discussion des jeunes. Et puis, ceux qui organisent et qui cadrent, qui organisent tout cela, je crois que la chose principale aujourd'hui, c'est que il faut que les jeunes, aujourd'hui, se mettent ensemble pour réfléchir, pour discuter. Il leur faut, échanger. Des lieux de rencontre comme ça? Des lieux de rencontre, mais il faut surtout échanger, parce que le temps, c'est pas évident pour tout le monde, mais utiliser les réseaux aujourd'hui qui existent, c'est Facebook et compagnie, les moyens d'échange que les jeunes ont, mais leur donner des espaces qui viennent vers eux dans ce principe-là, dans ce système. L'utiliser à bon escient. Tout à fait, parce que, bon, c'est vrai que la dame, elle a dit pardon pour la télé, elle a bien raison, il faut utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut que peut-être le CSR s'implique s'engouffre dans cet espace-là, de façon à parler aux gens. C'est comme pour les élections, à l'époque, à l'approche des élections, il y avait beaucoup d'élus qui étaient loin des réseaux sociaux, mais ils ont bien vu que c'est là que ça se passe maintenant. Voilà. Donc c'est un moyen de communication et d'échange, et je crois qu'il faut encourager les jeunes à s'occuper de leur santé, parce que c'est eux les adultes de demain. Ouais. Un autre sujet qui va vous intéresser, c'est le recyclage. Le recyclage, donc c'est un jeu de mots, mais on parle de recyclage. Le projet Croissade des éco-ambassadeurs du recyclage, c'est l'association Leclage, qui a mis en place un programme éducatif et environnemental pour permettre à la responsabilité de tout un chacun, particulièrement cette jeunesse qui est vulnérable. On regarde ce qu'il en ressort de ce reportage, et là encore, ça va vous intéresser. Dans le cadre de la Semaine du développement durable, le CLAGE a organisé une journée portes ouvertes autour de la thématique du recyclage. Des ateliers étaient animés par des jeunes du service civique, des éco-ambassadeurs qui présentaient au public l'art et la manière de redonner vie à nos déchets. Cette journée, portée par ces éco-ambassadeurs, vise à conduire à l'adoption consciente de pratiques éco-citoyennes. Le CLAGE Martinique a fait le choix d'intégrer des jeunes du service civique pour les accompagner dans une démarche aussi de développement durable. Il s'agit de l'action intitulée « Les éco-ambassadeurs du recyclage », donc avec ce jeu de mots, c'est faire en sorte que ces 8 jeunes puissent intégrer un certain nombre d'informations, de pratiques liées au développement durable sur la question du tri de déchets, de récupération des objets, pour en faire des objets d'art. Et pendant 2 semaines, ils et elles ont travaillé pour réaliser des objets d'art pour les jeunes, leur montrer qu'on peut avoir un habitat, mais on n'est pas obligé de dépenser pour l'équiper. On peut récupérer des matériaux et puis en faire de vrais objets utiles au quotidien. Ce sont ces éco-ambassadeurs qui vont apporter l'information aux jeunes sur au quotidien quels matériaux on peut récupérer, comment on peut les transformer, comment les rendre beaux, parce qu'il s'agit vraiment de l'art déco, mais aussi en visant le côté artistique de la chose. Ils vont aussi rencontrer des partenaires qui nous font confiance, l'Assise, qui leur explique comment les vêtements dont on ne se sert plus peuvent être réutilisés et comment. Et puis de jeunes artistes. Alors ce sont aussi des jeunes que nous avons logés. Ce sont des jeunes artistes qui sont là pour expliquer comment ils ont fait des objets d'art, des tableaux, avec quels matériaux. Et vraiment, nous invitons les jeunes à venir voir parce que c'est très très beau. On est là toute la semaine. C'est vrai qu'il y a une journée porte ouverte, mais nous allons marquer cette semaine européenne du développement durable au CLAGE, mais aussi sur d'autres sites. Des artistes créateurs ont présenté également leur travail réalisé à partir de déchets. Aujourd'hui, au CLAGE, je présente justement une série de mes peintures que je réalise qu'à partir des déchets de notre consommation personnelle. Voilà, notre consommation devient notre art. Donc je récupère en fait tout ce qui traîne un peu partout. Des fois je m'arrête sur le bord de la route, je récupère des portes, des chaises en bambou qui traînent, des choses cassées, des bouts de fer, et je réalise mes propres supports. Donc que ce soit des palettes, que ce soit en fer, en bois, en métal, je réalise mes propres supports afin de réaliser de nouvelles créations qui sont tout à fait uniques.
Donc je travaille à partir de la peinture et en général, mon thème de prédilection, c'est la femme. L'éco-responsabilité et la consommation durable doivent être affaire de tous pour que cela ait un réel impact positif sur notre environnement. Et ça ne choque pas les yeux et ça fait un cadre de vie impeccable. Tout à fait, ça éveille un peu l'artiste qui sommeille parfois dans ces jeunes. Mais il faut surtout saluer le gros travail que fait le CLAGE, l'Assise, qui récupère les vêtements et tous ces gens. C'est beaucoup de travail de bénévoles et un travail extrêmement important. Tout à fait. Et puis ça parle d'insertion, ils arrivent à embaucher du monde, à faire travailler du monde, mais surtout à donner une ligne de conduite en même temps, parce que c'est le soutien, c'est la solidarité, c'est tout ça qui ressort du travail de ces associations-là. Moi, je salue bien le travail fait par ces associations. Et voilà, et par ces jeunes. Allez, on va monter sur Trinité, vous voulez? Je vous y emmène. Vous allez voir le travail. Prêt, hein. Comment? Vous n'êtes pas loin, mais bon. Je serai tout prêt à ce moment. Oui, voilà, vous pourrez retourner chez vous, vous serez tout prêt. Mais c'est vrai que c'est un travail formidable qu'a réalisé donc ces jeunes avec l'atelier photo, ça s'appelle les photos et patrimoine. C'est le collège Rose de Saint-Just, de la commune de Trinité qui nous avait invités à venir voir et à participer au vernissage de cette exposition et une exposition forte en couleurs. De 5e du collège Rose Saint-Just de la Trinité ont suivi tout au long de l'année scolaire un atelier photo et patrimoine. Atelier en réponse à 2 demandes institutionnelles de la direction des affaires culturelles et du rectorat. Les professeurs responsables de l'atelier ont choisi d'y associer un photographe professionnel. Nous avons travaillé avec Monsieur Barret, qui est photographe professionnel, et donc il leur a montré que prendre une photo, c'était pas sur l'instant, c'était pas que quelque chose d'instantané, il fallait réfléchir, il fallait prévoir, il fallait avoir une idée de ce qu'on voulait faire, et on devait être capable peut-être de faire la différence entre une photo d'un instant et la photo qui correspond exactement à ce que l'on veut montrer. Ils se sont posés donc tout un tas de questions autour de ce qu'était une photo, ce que ça devait transmettre, à quoi ça servait. Jean-Baptiste Barret a transmis aux photographes en herbe l'importance du sens de l'image, du sens que le photographe souhaite donner à sa photo. Le but de l'atelier, c'était d'apprendre aux enfants à photographier des monuments historiques. Non pas forcément des monuments classés au terme administratif, mais des monuments qui sont anciens, et de leur apprendre à aborder ces monuments d'une manière un peu plus sérieuse, et pas forcément se dire c'est joli, je vais prendre ça comme ça, mais un petit peu de mettre en valeur, ou du moins de montrer par leurs photos la fonctionnalité du bâtiment, la fonction du bâtiment. Cet atelier photo a également porté l'attention et l'intérêt des élèves sur le patrimoine martiniquais. L'atelier photo, en fait, c'est une camarade qui m'avait proposé d'y aller, et à force d'y rester, je me suis rendu compte que ça m'apportait, en plus d'apprendre à prendre des photos, ça m'apportait aussi à connaître un peu plus mon patrimoine martiniquais. Et c'est ce qui nous a vraiment plu, c'est en fait de montrer le patrimoine martiniquais, de dire qu'on passait devant tous les jours, mais que ça avait une histoire, que ça avait une vie, et que cette vie-là, en fait, on la voyait pas forcément quand on passait à côté. Il m'a appris surtout à découvrir le patrimoine de Trinité, parce que c'est des choses que je ne faisais pas attention avant par rapport à la fontaine ou même à l'église. Je ne pensais pas que c'était quelque chose d'historique. C'est surtout le côté du métier, le côté de l'utilisation du patrimoine qui m'a vraiment intéressée, qui m'a donné l'envie d'en savoir plus sur le patrimoine. L'exposition retrace en photo les bâtiments et vestiges de la Trinité. Voilà pour la Trinité, mais on aurait pu faire pareil dans toutes les communes. Oui, mais ce qui est beau dans ce reportage, c'est la notion de transmission du savoir. On sent que les jeunes qui sont là disent ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'ai vu, ce que j'ai mieux cerné. Bref, je crois que ce travail qui a été fait a été bien fait. Et le responsable qui nous parlait là
doit être content parce qu'il a réussi à transmettre quelque chose. C'est surtout ça que vous retenez. C'est surtout ça. Autre chose peut-être que vous allez retenir aussi, c'est que les entreprises martiniquaises, dans leur démarche d'innovation industrielle, ont été accompagnées là aussi dans le diagnostic stratégique innovation, et c'était donc l'ACASEM avec le Technopole Martinique et la MPI qui ont lancé ce dispositif qui s'appelle dispositif diagnostic stratégique d'innovation. Peut-être que ça va vous intéresser aussi. Tout à fait. Technopole CASEM lançait ce mercredi le nouveau dispositif diagnostic stratégique d'innovation. Une opération menée en partenariat avec l'association martiniquaise pour la promotion de l'industrie. Partenaire du réseau Cap Innovation, la CTM était également présente. Technopole CASEM accompagne donc les entreprises ayant un potentiel d'innovation dans l'étude de leurs projets, la définition de leur viabilité et leur mise en place. Il s'agit de présenter ce dispositif que nous mettons donc à disposition des entreprises dans lesquelles nous avons repéré des potentiels d'innovation, que ce soit des entreprises industrielles, mais aussi dans l'agro-transformation ou dans les services. Cette entreprise va être accompagnée, c'est-à-dire accompagnée techniquement, pour passer de l'idée au projet et pour arriver à la finalisation entière du projet. Il faut évidemment que l'entreprise soit viable, il faut qu'elle existe, et avec les experts, on voit s'il y a une faisabilité réelle pour ne pas se lancer et aller vers un échec. Parce que nous sommes dans un contexte concurrentiel et que pour nous, il faut absolument aider les entreprises, notamment les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer ce genre de service, à détecter dans leur offre des possibilités d'innovation et donc de compétitivité, de regain de compétitivité. Ils ont un droit d'entrée qui est minime, qui est de 400 €, et on les aide à trouver des financements avec les relais institutionnels que nous avons. Dans le réseau, il y a la BPI, il y a la CTM qui peuvent nous aider sur ce plan-là. Monicole est une des premières entreprises à avoir bénéficié du dispositif stratégique d'innovation. Des experts ont donc étudié son offre et son activité pour l'accompagner dans la mise en place d'un projet de développement innovant. La Technopole, dans cette stratégie d'innovation, nous accompagne à plusieurs niveaux, puisque à l'issue d'un diagnostic qui a été fait par une entreprise, on a détecté un certain nombre de pistes qui ont d'abord été au niveau commercial, au niveau communication, marketing. On a parlé de l'innovation de nouveaux produits tels que nous sommes sur le boudin, rester sur la gamme de boudin, mais chercher de différents goûts de boudin, par exemple. Faire une démarche commerciale, atteindre des plus jeunes, par exemple, avec le nouveau goût. Grâce au réseau Cap Innovation, la Technopole CASEM espère accompagner des entreprises sur tout le territoire martiniquais. Voilà, donc l'innovation, vous avez passé ce cap déjà, puisque mais c'est quand même... Oui, tout à fait, il faut pas que j'oublie, et je n'oublierai pas, que mes premiers pas ont été accompagnés par la Technopole avec M. Gestel. Mais il faut dire que la complexité du projet que je portais et puis les moyens que moi-même j'avais, le projet était un peu nouveau, on va dire. Ça. Et il y avait un peu, selon moi, cette confusion entre innovation et invention. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les bonnes volontés veulent faire avancer les choses. Alors la MPI est en partenariat avec la Technopole, et puis tout plein de gens qui peuvent encore se greffer autour de cette démarche, c'est une très bonne chose. Je suis passé par là, je n'ai pas eu l'accompagnement comme je le souhaitais. J'ai eu quand même des gens, parce que mon projet était complexe, qui ont cru à ce que je faisais, et je n'oublierai jamais la première subvention qui m'a été donnée par le Conseil général en 2009. Ouais. C'était pour faire des recherches. Bien sûr. Et c'était ça la difficulté. Donc j'espère qu'après mon expérience, que tout le monde sait, puisque les gens observent bien les avancées, j'espère que nous aurons d'autres structures qui vont aller plus loin, comme la Technopole, aller plus loin pour comprendre à quel moment nous sommes dans la phase innovation ou à quel moment nous avons une invention qui est quand même un peu autre chose. Voilà. Et c'est bien sûr une entreprise qui peut, comme on l'a dit tout au début, c'est une invention qui peut permettre à la Martinique d'être au numéro 1 sur le plan mondial. Tout à fait, tout à fait. Nous avons les grands groupes qui ont cherché à m'accompagner.
qui veulent m'accompagner, je leur ai demandé simplement d'attendre. D'attendre l'espace-temps où la collectivité territoriale va se décider. Et il faut savoir ce que veut... Mais vous allez attendre combien d'années? Vous allez attendre 2 ans, 3 ans? J'espère que ça ne va pas traîner. Parce que je suis dans l'obligation de répondre, soit faire en privé totalement, ou soit faire en semi-public, comme ma démarche auprès de la collectivité territoriale. Je pense que ça ne va pas traîner, mais pour dire que les gros groupes qui m'ont contacté, il y en a 2, on fait ce qui s'appelle l'antériorité de brevet. On fait la démarche de recherche pour savoir si c'était déjà fait. Quand vous tapez dans Google l'IABRI, vous allez tomber automatiquement sur ce qui s'appelle les mots-clés. On nous attribue le mot-clé qui est l'IABRI, qui n'existait pas et qui existe à la Martinique, parce qu'un jour, quelqu'un a parlé de l'IABRI et a développé le concept pour démontrer à quoi ça sert. Donc, le l'IABRI est la zone la salle de survie. La salle de survie également. J'espère que les gens ont bien compris que nous avons un grand projet et que Marie-Luce ne veut pas tout garder. Il voudrait partager ce projet-là avec la Martinique. Autrement, il peut garder son projet seul et aller vivre sur une île déserte. Ça peut être ça, ou aller dans une autre ville, aller dans un autre pays et passer mes vieux jours. Mais ce n'est pas ce que je veux. Moi, j'ai galéré ici, chez nous, en Martinique. Je suis passé par plusieurs étapes, plusieurs métiers d'ailleurs. J'ai appris la soudure pas loin d'ici, chez un monsieur qui s'appelait Zéclair. C'est bizarre. Et puis j'ai travaillé dans la maçonnerie, et puis j'ai travaillé dans l'hôtellerie, et puis j'ai loué des meublés, mais c'est le bâtiment qui m'a fait déboucher sur le projet que je porte. Une maison coffrée ne s'effondre pas. Il faut que les gens réfléchissent. Et si j'imagine un coffrage de luxe aujourd'hui, on peut imaginer du laiton, de tout ce qu'on veut, de la dorure et tout, dans les bâtiments, notamment... Dans un visuel, mais sécurisé. Sécuriser notamment les bâtiments qui sont vieillissants. Il faut y penser. Nous avons des bâtiments qui sont classés, qui sont tout ce qu'on veut, mais qui ne sont pas des bâtiments sécurisés aux normes. Donc on peut apporter un plus, et c'est la Martinique qui apportera, je l'espère, si M. Marijan entend. Il entendra très certainement et on lui dira. Alors c'est vrai que nous sommes aussi dans cette semaine, dernière petite phrase pour cette semaine autour de l'écologie. Oui, alors c'est la semaine du développement durable. Nous avons choisi la préservation des sources. Là encore, c'est grave si nous laissons les sources à l'abandon, les sources liquéfient le terrain contrebas et après la montagne descend. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on aille avec des spécialistes sur le terrain. Allons à Trinité, je suis prêt à y aller. Nous allons à Trinité, nous allons voir la source. Nous allons rencontrer les vieux de chez nous et nous allons essayer de faire quelque chose. Où se trouvait telle et telle source? Il faut faire 365 rivières, c'est la Dominique. À Martinique, on dénombre beaucoup plus de sources. On dénombre beaucoup plus de sources, mais les sources ont quasiment disparu ou se sont déplacées. Donc c'est un travail très sérieux qu'a fait l'ODE pour faire le recensement. Je ne l'ai pas fait, je l'avoue, mais les gens nous appellent de partout parce que les gens ont confiance en l'arbre à vie. Donc nous disons que c'est encore là un travail à faire ensemble et ne pas nous imposer une étude venue d'ailleurs où on va nous faire du copier-coller avec quelques virgules qu'on va déplacer. Non, il faut prendre en compte les gens d'ici parce que lorsque des vieux du François m'appellent pour me dire on ne peut pas parler des sources, mais venez pour nous montrer ça. Et puis quand ils me montrent soleil levant, ils me disent que je vois. Je leur dis je vois des maisons écrasées. Ils me disent mais on ne peut pas rien d'autre. Comme ça ils me disent ça. Et ils me disent regardez la maison du haut qui a basculé vers la colline. Alors j'espère que je vais laisser les gens réfléchir sur cette petite phrase. Gardez en les montanants, maison qui est en l'air basculer vers la colline. Ça veut dire quoi? Il faut que les gens réfléchissent pour comprendre. Si nous construisons sur une source ancienne, ou bien qui ne coule pas fort, ou soi-disant... Mais tôt ou tard, il y aura un drame. Sa place. Tôt ou tard, il y aura un drame. Dernière actualité, il y en a ces jours-ci, à mise à part ça? Eh bien, moi, je continue à travailler sur mon projet. Je suis en permanence en contact avec les gens de la métropole qui ne comprennent pas ma naïveté de vouloir faire ici, dans un petit bout de truc comme ça, un projet aussi important. Je leur ai dit, moi, je veux au moins démarrer ici. Je veux au moins démarrer les choses ici. Je veux donner la paternité de ce projet à mon île, puisque je ne suis pas éternel non plus,
Tiens, demain, j'ai 67 ans. Eh bien, joyeux anniversaire. Merci. Aujourd'hui, alors? On va dire ce soir, parce que oui. je suis de la nuit. Voilà, donc joyeux anniversaire Emmanuel Marie-Luce. On dit que tous ceux qui sont nés au mois de juin et qui sont nés pratiquement dans le signe des Gémeaux, ce sont ceux qui ont une attente considérable et qui sont patients. Et puis qui sont un peu ténus, hein, d'après... C'est vrai, oui. Et vous allez patienter? Et entêtés, on va dire. Ben voilà, donc je pense que c'est ça. Vous allez patienter. Oui, je patiente depuis 10 ans, je continue à patienter. Eh bien, nous, c'est avec beaucoup de passion que nous avons écouté ce soir, avec beaucoup de plaisir qu'on vous a reçu ici pour ces 7 jours en Martinique. Vous connaissez la porte, elle est ouverte, vous savez que vous pouvez venir quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Et puis, les jeunes, soyez solidaires entre vous. Absolument. Et puis, quand on a des référents comme Emmanuel Marie-Luce, on ne peut pas ne pas être solidaire. Merci, ça reflète la réalité et la sincérité. Merci beaucoup, Emmanuel Marie-Luce. On vous souhaite une excellente soirée. Et puis, en plus, n'abusez pas trop sur le champagne, c'est surtout ça. Allez, quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à la partie technique, à tous ceux qui ont collaboré aux 7 jours en Martinique. On se retrouve la semaine prochaine. Et ce, pour une autre édition. Bonsoir.